Bon Dieu qui fait la terre, qui fait soleil qui éclaire nous en haut. Bon Dieu qui soulève l'homme, qui fait gronder l'oreille. Bon Dieu nous qui gagne oreilles pour tendre. Ou qui cache dans niaille, cap garde nous côtoyer là. Ou est tout ça blanc fait nous sibi. Dieu blanc yo mande crime. Bon Dieu qui nan nous en vle bien fait. Bon Dieu nous qui si bon, qui si juste, lui ordonne vengeance. C'est lui qui a conduit bras nous pour nous remporter la victoire. C'est lui qui a bon nous assistance. Nous toutes faites pour nous jeter portrait Dieu blanc yo qui soif de manger. Écoutez, voilà la liberté qu'a chanté dans nous. Belle bonjour mes frères et sœurs dispersés à travers le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières décennies ont été marquées par une succession d'instabilités géopolitiques. Tout le monde y va de son explication. Ceux qui croient aux malédictions divines, ceux qui mettent la faute sur le manque d'éducation, ceux qui pensent plutôt à l'acharnement des puissances mondiales. Mais s'il y a bien une chose qui met tout le monde d'accord, c'est que nous nous sommes perdus. Un célèbre proverbe de la terre-mère dit que « Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Le premier sujet abordé dans la série de mes vidéos sera donc les origines du peuple haïtien. Mon but ici n'est pas de raconter l'histoire détaillée de chaque peuple, d'autres le font bien mieux que moi, mais plutôt de mettre en évidence les principales origines qu'on peut trouver en Haïti et de surligner les événements déterminants. Toujours dans mon objectif de vous aider à mieux connaître votre histoire. Beaucoup ont travaillé et travaillent d'ailleurs toujours d'arrache-pied pour l'éveil de la conscience africaine. Mais le jour où la jeunesse haïtienne se réveillera, plus rien ne sera pareil. Trêve de blablaterie, rentrons dans le vif du sujet. L'île d'Haïti, Ahati, Boyo ou encore Quisqueya était occupée par les Taïnos. Taïnos signifie noble, bon, et Haïti signifie terre de haute montagne en langue arawaki. Les Taïnos sont considérés comme une ethnie amérindienne. Selon les études qui ont été menées, il semblerait que leur symbolique et leurs croyances auraient de nombreux parallèles avec ceux de la très célèbre civilisation maya. Ils occupaient les Antilles, l'actuel Cuba, l'actuel Jamaïque, l'actuel Porto Rico et donc l'actuelle Haïti, République dominicaine. Ils étaient un peuple semi-nomade dont le mode de vie combine entre la sédentarité et le nomadisme. Ils composaient une société très organisée sur le principe matriarcal, la filiation se transmettait donc par la femme. Et le pouvoir était représenté par deux figures principales, celle du chef de la tribu, le ou la cacique, et celle du chaman, consacré à interagir avec les esprits de l'autre monde. L'île d'Haïti était répartie en caciquas, 5 territoires indépendants, chacun gouverné par un cacique. Chaque caciquat était délimité en fonction des éléments naturels, les vallées, les hautes montagnes, les rivières, etc. Ce gouvernement était héréditaire et totalement absolu, la population devant obéissance et soumission au cacique. Haïti était l'île la plus peuplée de la mer des Caraïbes. Certains iront même à estimer la population à 8 millions d'habitants, ce qui pourrait expliquer l'étendue des terres cultivées. On y trouvait des alignements à perte de vue de buttes artificielles, plantés de tubercules, tabac, coton et de fruits. On retrouve également l'art de la poterie, les céramiques, la sculpture, le tissage, des gravures symboliques sur la pierre, connues sous le nom de pétroglyphes. Ah, ce fameux continent Afrique. L'Afrique de l'Ouest concentrerait les principales zones de vente d'esclaves. C'est par conséquent de ce côté que j'ai effectué mes recherches afin de me rapprocher au plus près des origines du peuple haïtien. Mais avant de parler d'esclavage, j'aimerais remettre en lumière quelques-unes des plus puissantes civilisations d'Afrique, ou plutôt de l'Alkeboulan. Parmi elles, de grandes civilisations interdépendantes et prospères, dont le peuple Yoruba, le peuple Bantou du Congo et le peuple Soninké.
À noter que les frontières telles que nous les connaissons aujourd'hui ne sont pas les mêmes que pendant la période précoloniale. On distinguait plutôt les différents groupes par ethnie, tribu ou royaume, et en fonction de leur puissance, ils possédaient des territoires plus ou moins étendus. Par exemple, l'Empire du Ghana, aujourd'hui situé sur une partie des territoires du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie. Pas vraiment de rapport avec le Ghana moderne. Le royaume du Congo était situé sur la côte ouest de l'Afrique centrale, en République du Congo, en République démocratique du Congo et en Angola actuelle. Le royaume du Congo se développa à la suite de migrations bantoues du 7e au 15e siècle dans une zone peuplée de pygmées, les Mbaka et les Ambundu. On retrouve aussi des Bantous dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud. Le royaume était constitué de 6 provinces et la capitale se nommait Mbanza Congo. Ainsi, Lukeni Loa Nimi, aussi appelé Mutinu, devint le premier roi Congo. Le Mani-Congo Mutinu est d'abord de nature spirituelle, cette autorité lui venant de pouvoirs surnaturels et divinatoires qui lui donnent accès aux ancêtres. Le royaume Congo était un État très développé avec un large réseau commercial. Les Congos sont reconnus pour être de bons agriculteurs, profitant ainsi d'aliments très variés. Enfin, on retrouve les aristocrates au métier de forgerons et de tisserands. Ils étaient célèbres pour leur habileté dans le textile. Selon les traditions orales, l'ethnie Yoruba serait originaire de la région du Nil. La cité Ile-Ife est considérée comme la cité d'origine de tous les Yoruba, au sud-ouest de l'actuel Nigeria. Elle aurait été fondée il y a plus de 1000 ans, suite à de nombreux mouvements migratoires par les Yoruba sous la conduite du roi Oduduwa. Après la fondation d'Ife, ses fils seraient partis chacun de leur côté pour créer les cités du Bénin, d'Oyo et d'Owo. Il y eut souvent des conflits entre ces cités, mais tous se reconnaissent originaires d'Ile-Ife. Fondée au XVe siècle par les Yoruba, dans l'actuel Nigeria et Bénin, elle deviendra progressivement un royaume, puis un empire. À Oyo, le royaume était divisé en provinces, toutes dirigées par un Oba. Le royaume d'Oyo a acquis la richesse et la suprématie grâce au commerce et à sa puissante cavalerie. Le royaume du Bénin prospéra grâce au commerce régional. Il semblait agir comme intermédiaire entre les autres royaumes, faisant circuler des biens qu'il ne produisait pas lui-même. On y retrouve aussi les métiers de la ferronnerie qui viendront par la suite améliorer les techniques de cultivation et qui fera apparaître de nouvelles cultures. Le peuplement du Sénégal précolonial débuterait avec l'arrivée de plusieurs vagues migratoires originaires de la vallée du Nil. Le royaume Fouta Toro, situé sur la vallée du fleuve Sénégal, a été successivement soumise à l'autorité de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali et de l'Empire Songhai. Le Fouta était le plus peuplé du Sénégal, habité par bon nombre d'ethnies telles que les Mandingues, les Sérères, les Sarakolé, les Malinké, les Peuls et enfin les Wolofs. L'Empire du Ghana fut fondé par les Soninké à partir du VIe siècle. Le roi Kayamagan Sissé est célèbre pour avoir réalisé l'unité de tous les Soninké et pour avoir expulsé la domination arabo-berbère. Il fit de l'Empire la première grande puissance politique d'Afrique de l'Ouest, basée sur la puissance militaire et les richesses tirées du commerce régional. La capitale était Koumi-Salé, située sur le territoire actuel de la Mauritanie. La société dans son organisation n'avait rien à envier à celle qu'on connaît aujourd'hui. Elle était composée de clans et de tribus et les différentes autorités assuraient la paix en interne mais aussi avec les peuples voisins. L'Empire du Mali fut fondé au XIIIe siècle par Soundiata Keita, sur les anciennes ruines du royaume Sosso.
Il proclama la charte du mondain le jour de son intronisation, basée sur le respect des humains, de la vie, de la liberté, de l'équité et de la solidarité. C'est notamment à travers cette charte qu'il interdira l'esclavage, ce qui permit la cohabitation pacifique entre les animistes et les musulmans. Quelques années plus tard, Mansa Musa, considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps, dont la valeur de ses biens ont été estimés à 400 milliards de dollars, il fut célèbre dans l'ensemble du monde musulman et jusqu'en Europe lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324. Fondé à Koukia au 7e siècle, anciennement sous la coupe de l'Empire du Mali, l'Empire Songhai retrouve son indépendance sous le règne de Soni Alibert. Fort de sa formation aux techniques de guerre traditionnelles africaines, il est réputé comme brillant stratège à la suite de ses nombreuses batailles remportées. L'histoire traditionnelle orale rapporte aussi qu'il tenta tant bien que mal de préserver la culture non islamisée de son royaume, très attaché aux rites traditionnels. C'est la période du Moyen-Âge qui, pour rappel, débuta en 476 et qui prit fin en 1492. Le Haut Moyen-Âge serait l'une des périodes les plus sombres de l'histoire européenne. On compte très peu d'innovations, peu de progrès. Pire, certaines connaissances et savoir-faire se perdent. En Occident, la société se divisait en 3 ordres, les bellatores, les oratores et les laboratores. Les bellatores sont les guerriers nobles qui bénéficient d'un mode de vie aisé. Les oratores, eux, sont ceux qui prient, c'est-à-dire les hommes d'église, les moines, les abbés, etc. Et enfin, les laboratores sont ceux qui travaillent et qui entretiennent matériellement et financièrement les 2 précédents groupes. Ils représentent 90% de la population, c'est-à-dire la grande majorité. Leurs conditions de vie sont particulièrement éprouvantes, à tel point que l'espérance de vie ne dépasse pas les 40 ans. Ils vivent dans une extrême pauvreté, leur alimentation est très peu variée car elle se compose essentiellement de pain, de légumes secs, considérés aujourd'hui pour certaines comme suspectes pour l'homme, des ressources de poulailler et de quelques fruits. La famine faisait partie de leur quotidien et plus particulièrement en hiver. Dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'actuelle Espagne et Portugal et quelques régions du sud de la France, furent sous domination musulmane. La Reconquista, ou la Reconquête en français, représente la période pendant laquelle les royaumes chrétiens, sur 8 siècles, reprendront possession de leurs terres. Elle s'achèvera en janvier 1492 à Grenade. Baisse démographique massive d'après-guerre pour certains, sol très peu fertile pour d'autres, et pour ne pas perdre leurs privilèges, ils se mettent à la recherche de nouveaux moyens pour assouvir leurs besoins. Et c'est du côté de l'Afrique qu'ils vont évidemment trouver leur bonheur. 2 décisions majeures vont venir marquer des changements radicaux dans l'histoire de l'Europe. Premièrement, l'autorisation de l'esclavage. Le pape Nicolas V autorisa l'esclavage le 8 janvier 1454. Le Vatican déclara la guerre sainte contre l'Afrique dans sa bulle papale Romanus Pontifex. Elle appelle à soumettre tous les Sarrasins et les païens et les autres ennemis du Christ, où qu'ils se trouvent, et de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle en s'appropriant tous leurs biens et royaumes. Deuxième, l'expulsion des Juifs d'Espagne. À cette époque, il faut rejeter les Juifs, les musulmans ou les hérétiques qui représentent un danger pour leur domination du fait de leur intégration dans la société. Il les suspectait de judaïser ou d'islamiser en secret. L'Ecclésia est désormais considérée comme un espace où tout le monde doit être chrétien. Les Juifs qui se convertissent à la religion chrétienne sont appelés les conversos. En 1492, Isabelle Ier de Castille et Ferdinand II d'Aragon, alors souverains du royaume d'Espagne, prennent le décret de l'Alhambra qui expulse tous les Juifs d'Espagne. Ce décret ne concernait pas les colonies européennes. Ces dernières deviendront donc des terres d'accueil pour les expulsés de l'époque. C'est dans ce contexte qu'apparaîtra le fameux Christophe Colomb. Alors premièrement, il faut savoir qu'on ne sait que très peu de choses concernant Christophe Colomb, à commencer par son nom. Certaines sources rapportent qu'il serait en réalité d'origine juive,
mais comme beaucoup de son époque étaient des conversos, il fut rebaptisé Christophe Colomb ou Cristobal Columbus. L'histoire officielle raconte qu'il fut missionné après de multiples refus par la reine Isabelle et le roi Ferdinand. Il les aurait convaincus de le soutenir matériellement pour atteindre l'Asie des épices. Mais les connaissant, il serait absurde que les souverains puissent mettre à disposition autant de moyens pour de simples épices. Bien évidemment, il n'est pas le premier à avoir découvert l'Amérique. Des Africains auraient été présents 3000 ans avant les Européens, selon des recherches archéologiques et des traditions orales. Il paraîtrait même qu'il possédait une carte dessinée par des marins venus d'Islande, du Portugal et d'Afrique. Arrivé sur l'île, l'abondance des ressources vont l'amener à augmenter son besoin de main-d'œuvre. C'est ainsi qu'il enverra aller chercher près de 15 000 Africains pour satisfaire ses besoins. Progressivement, chaque empire seront approchés par les Arabo-Berbères, intéressés par leurs biens. Ils profiteront des guerres intestines et des minorités se convertissant à l'islam pour contribuer à la dislocation des sociétés animistes. À l'image de l'empire Songhai qui, à la mort de Sonia Libère, son neveu Askia Mohamed Touré le remplaça plusieurs années plus tard et deviendra un propagateur de l'islam. Il finira par faire alliance avec le Maghreb. Ils échangeront des produits manufacturés contre d'autres biens, dont des armes de guerre. Stratégie pour mieux dominer sur les pays voisins. Éloignés de leurs valeurs initiales et donc affaiblis, ils deviendront des proies faciles pour les Européens. Les Portugais seront les premiers Européens à accoster au Sénégal au XVe siècle. Ils établirent ainsi d'importants comptoirs de traite par lesquels transitaient, outre les esclaves, l'or, les épices, la gomme arabique, la cire ou encore l'ivoire. Les pirates portugais arrivèrent au large du royaume en 1483. Des écrits rapportent que le royaume, très développé, fit forte impression aux intéressés. Quelques années après leur premier contact avec les Portugais, le fils du roi, rebaptisé Alphonse Ier, envoya des jeunes nobles congolais à aller étudier en Europe. Leur enthousiasme, à leur retour du Portugal, jouera un rôle crucial au désir de conversion du roi Nzinga Ankou. Le roi Congo se convertit au catholicisme, rebaptisé Jean Ier en référence au roi du Portugal. Lorsque le roi du Portugal, João II, apprit la reconversion, il ordonna immédiatement qu'on en fasse des chrétiens. Voyant dans le christianisme un moyen de moderniser son pays, le roi Congo encouragea les baptêmes et accueillit des jésuites qui l'aident à ouvrir une école pour 600 élèves. Avec la découverte du Brésil, les Portugais finissent par participer à la traite des Noirs. La traite et les conflits internes affaibliront le royaume et entraîneront inévitablement un dépeuplement de toute la région et de la densité de la population. En 1486, le royaume du Bénin fut l'un des premiers à nouer des relations diplomatiques avec une puissance européenne, le Portugal. Plusieurs années plus tard, le Bénin enverra du poivre, des peaux de léopard, de l'huile de palme, de l'ivoire et tant d'autres produits encore. Et en échange, ils recevront des vêtements, des lunettes et surtout des armes à feu. Progressivement, des missionnaires portugais tenteront de convertir le Oba souverain au catholicisme, mais fort de sa position en tant que chef de culte, ce fut un échec. Les Britanniques lanceront une expédition punitive de 1200 hommes, pour insoumission. Ils viendront détruire la majeure partie du trésor royal. L'Oba finira par s'allier à l'aristocratie portugaise. En contrepartie, les Portugais aideront l'Oba à régler ses conflits avec les voisins. Sous l'influence portugaise, le Bénin se lance dans la traite des esclaves. 3 siècles après le début de la traite, tous les pays d'Europe sont donc présents sur la côte occidentale de l'Afrique. On les appelle les pays du golfe de Guinée, du fait de l'accessibilité des grandes embarcations, qui doit probablement la célèbre expression « sorti en Guinée ». Ils y installeront des forts et ainsi que des comptoirs pour faciliter l'achat des esclaves. Ils troquent de marchandises contre les captifs africains. Ainsi, le XVIe siècle marquera le début du commerce triangulaire. Femmes, hommes, enfants réduits à l'ignoble appellation d'esclaves.
Beaucoup d'entre eux étaient même très élevés dans la société, mais dans ce monde où seul l'argent gouverne, personne n'était épargné. Ils seront parfois capturés par des chasseurs d'esclaves ou vendus, faits prisonniers, à la suite de guerres. Ils seront embarqués dans des cargaisons aux conditions inhumaines avec plus de 500 esclaves par bateau qui font route vers les Antilles ou l'Amérique. Ils étaient rassemblés à l'intérieur du bateau, attachés les uns aux autres en colonne, chargés de lourdes pierres de 40 ou 50 livres. Les taux de mortalité atteignent souvent les 60% car beaucoup d'entre eux meurent avant même d'être embarqués sur les navires. Certainement loin d'imaginer ce qui était en train de leur arriver, remplis d'incompréhension, de colère, de peur, en état de choc, bon nombre de familles ont été disloquées en fonction des besoins des colonisateurs. Même si on n'en parle pas souvent, plusieurs soulèvements ont été répertoriés. L'une des plus connues est celle des captifs africains à bord de l'Amistad depuis la Havane, à Cuba. Ils se soulevèrent, tuèrent le capitaine et prirent le contrôle du navire. Malheureusement, leur navire finira par être arrêté par les États-Unis et les rebelles furent incarcérés dans une prison. C'est en décembre 1492 que Christophe Colomb accosta pour la première fois sur l'île d'Haïti, en compagnie de son bras droit et traducteur Luis de Torres, de son vrai nom Youssef Ben Levi Avery, ainsi que 125 hommes sortis tout droit des prisons espagnoles pour la majorité. À son arrivée, il rebaptisa l'île Hispaniola, bien évidemment en l'honneur du pays qui l'envoya, et serait reçu chaleureusement accompagné de présents, dont beaucoup d'or. C'est lors d'un second voyage que Christophe Colomb débutera son plan machiavélique, à l'aide de leur arme la plus redoutable, la religion. Jamais à court de stratégie, ils mettront en place plusieurs fausses croyances, apporteront des maladies alors inconnues, telles que la variole, et forts de leur passé de dominateurs, ils ne tarderont pas à utiliser leur arme militaire pour arriver à leur fin. Très rapidement, les Taïnos comprirent que ces visiteurs étaient en réalité des prédateurs venus anéantir leur vie et tous les fruits de leur dur labeur. On omet souvent de dire que plusieurs révoltes contre cette colonisation par les Taïnos ont eu lieu, dont celle du cacique Caonabo ou de la charismatique cacique Anacaona, réputée pour sa résistance contre la colonisation espagnole. Elles ont tout de même leur importance, même si elles n'auront pas eu le résultat escompté. En 1508, l'île fut rebaptisée Santo Domingo, certainement pour rendre hommage à Dominique Núñez de Guzmán, prêtre catholique, fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, appelés couramment les Dominicains. Santo Domingo donc devint le siège de la vice-royauté des Amériques et le centre de la colonisation espagnole. L'extraction de l'or dans les sous-sols et les rivières s'avère dans un premier temps très productif, jusqu'à fournir 500 000 écus d'or par an à l'Espagne. Face aux Espagnols et à l'esclavagisme, un certain nombre de Taïnos soit se suicident collectivement, soit prennent la fuite, vers les îles voisines ou vers les refuges naturels de l'île, c'est-à-dire les grottes ou les forêts. Ce sont ces mêmes Taïnos qui coopéraient avec les esclaves en fuite, qu'ils appellent communément les marrons. Ils finiront par avoir des enfants ensemble, certainement un moyen d'assurer une descendance non imposée qui perpétuera leur histoire, leur tradition et leur mission sur Terre. De même, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, on comptait de nombreux indigènes dans les plantations qui ont fini par se mélanger aux déportés. Marco Sánchez Díaz, un militaire haut gradé de l'armée haïtienne et de surcroît un chaman, en serait issu. Il est arrivé en 1802 à la tête d'un groupe de Caribés et d'Arawak. Il est le fondateur de la ville de Kingston au Guatemala. Parmi les plus revendicatifs de notre époque, on trouve chez nos voisins les Garifuna, qui sont un peuple issu du métissage entre Africains et Indigènes et qui vivent depuis le XVIIIe siècle sur le littoral caribéen de 5 pays d'Amérique centrale, Saint-Vincent, Belize, Guatemala, Honduras et Nicaragua. Ils se battent encore pour maintenir leur héritage. Après environ 2 siècles sous l'emprise espagnole, en 1697, le roi Louis XIV se fait céder légalement la partie occidentale de Santo Domingo par le traité de Ryswick. Sous l'autorité française, les plantations prospèrent grâce au café, au tabac, au cacao, au coton, à l'indigo
et surtout grâce à la canne à sucre, véritable or blanc. Le rythme de travail imposé fut intense, si bien qu'au bout de 15 années d'exploitation, ils estimaient ne plus rien pouvoir tirer d'eux. Donc, devaient avoir recours continuellement à de nouveaux esclaves pour les remplacer, mais pas n'importe lesquels. Ils sélectionnaient stratégiquement dans les côtes du golfe de Guinée des nègres dits bossales. Ils les appelaient ainsi car ils étaient réputés pour leur constitution solide et donc plus aptes aux travaux pénibles. Les femmes qui travaillaient dans l'entourage proche des colons étaient sujettes à leurs désirs sexuels. Ces relations, trop souvent non consentantes, deviendront bientôt une nouvelle stratégie psychologique pour pérenniser leur domination. Ainsi, nous comprenons que le peuple haïtien est multiculturel, riche d'un passé de rois, de reines, d'empereurs, de caciques et certainement plus encore. Après 3 siècles d'exploitation intense, viendra la révolution haïtienne, la première, la seule de tous les temps, menée par des opprimés, qui aboutira à l'indépendance totale, en tout cas pour quelques années. Mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle nous ferons un focus sur l'avant, le pendant et l'après de la révolution haïtienne. S'ils te demandent qui je suis, dis-leur que moi, c'est Echo, avec un H, la voix qui fait retentir l'identité des dispersés.